Bon, eh bien, comme prévu et comme promis, donc on va avoir une petite succession de différentes prises de parole, qu'elles soient syndicales et puis aussi politiques, car 4 obédiences politiques nous ont fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui, donc elles vont se succéder dans les prises de parole. Bien sûr, sur la question et sur la thématique de l'énergie, hein, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais on ne leur interdit pas d'élargir un petit peu à d'autres champs professionnels. Ils ont de toute façon une entière liberté de parole sur cette scène aujourd'hui. La CGT ne censure pas. Donc en toute convivialité, et pour que tous ceux qui ont préparé un petit mot à vous dire puissent être dans les meilleures dispositions, j'invite, même si c'est pas facile, hein, de laisser les huîtres un petit peu de côté, laisser la buvette un peu de côté ou laisser le café et les petits gâteaux de côté. Je vous invite à vous approcher un petit peu pour que les différentes personnes qui vont s'exprimer soient les plus audibles possibles. Voilà, donc en première prise de parole, on va avoir le collègue de la CFDT qui va s'exprimer. Ensuite, on aura Sébastien Ménesplier, donc connu par pas mal de monde ici, hein, c'est notre secrétaire général de la fédération, issu du Blayais. Il y a quelques camarades du Blayais qui ont fait le déplacement jusqu'ici, donc on les remercie d'ailleurs. Ensuite, on aura donc des prises de parole politiques qui vont succéder avec le collègue du Parti communiste français, donc Aymeric Sessot. Adrien Quatennens, hein, donc le député de la France Insoumise, prendra la suite. Et puis nous aurons Europe Écologie Les Verts avec Mathieu Orphelin. Et puis le député du Parti Socialiste, Guillaume Garot, qui clôturera les prises de parole politiques. Et moi, je terminerai donc ensuite par un petit mot de remerciement en direction de différentes structures et différentes personnes. Et puis je vous présenterai la suite des festivités. Hein, vous avez vu, on a fait un beau gâteau là pour célébrer les 75 ans de la boîte, avec quelques messages dessus. Au terme des prises de parole, il y aura un petit feu d'artifice qui sortira du dernier étage du gâteau. Et puis ensuite, nous ferons l'honneur et la fraternité de nous rejoindre les intermittents du spectacle, qui sont, comme beaucoup dans ce pays depuis quelques mois maintenant, en lutte exemplaire pour pouvoir exercer, pour avoir le droit de travailler, et pour que justement la culture et tout ce qu'ils nous offrent soit reconnu comme essentiel. Donc ils nous font l'honneur, après leur rassemblement, de nous rejoindre ici, et ils nous feront un petit spectacle d'environ 2 heures, avec de la musique, des festivités, ce qui nous permettra d'égayer les différentes petites collations qu'on pourra se mettre sous la dent. Et seront aussi à nos côtés les copains des territoriaux et des fonctions publiques qui appellent aujourd'hui, qui sont en ce moment à la mairie de Nantes, et qui vont nous rejoindre pour profiter aussi avec nous de tout ce qu'on a prévu en termes de logistique. Voilà, on va être vraiment sur quelque chose que l'on apprécie nous particulièrement à la CGT, la convergence des luttes et puis surtout la fraternité qui nous est si nécessaire en la période. Je ne m'attarde pas plus sur l'introduction. J'essaye volontairement d'être un peu long parce qu'on a encore deux bus qui sont dans les bouchons à cause justement de ces gens qui se mobilisent et qui manifestent. C'est quand même les boules, hein, ils empêchent nos camarades de nous rejoindre. On ne leur en voudra pas, et puis ceux qui sont dans les bus ne leur en voudront pas non plus. On leur réservera bien sûr un accueil certes tardif, mais des plus chaleureux. Je vous fais confiance, et je vais donc laisser la parole au collègue de la centrale de Cordemais de la CFDT, qui est aussi régionale pour son organisation syndicale. Donc Didier, ouais, si tu veux venir, c'est à ton tour. Bonjour à toutes et tous, merci Mathieu. En premier, je souhaitais m'exprimer par solidarité avec les violences qui se sont passées contre la CGT pendant le cortège du 1er mai et également sur l'Union locale de Nantes. On est pour la démocratie, on refuse toutes les violences, on est représentant du personnel, on est le personnel. Et s'attaquer à nous, c'est s'attaquer à la démocratie. On est là aujourd'hui, 11 mai, en fait, on est là le 8 avril. Imaginez que vous êtes le 8 avril et que c'est l'anniversaire. Et donc aujourd'hui, on est là pour fêter dignement, festivement, en toute convivialité, notre 75e anniversaire du statut. On a rencontré hier le préfet de région, qui nous a fait pour une fois l'honneur de nous écouter. On a abordé 4 thèmes. Pour la CFDT, on a abordé 4 thèmes. Le premier, le pacte du pouvoir de vivre. C'est 40 organisations, dont Oxfam, la Mutualité, la Fondation Abbé Pierre, France Nature Environnement, mais également la CFTC et l'UNSA qui sont absents aujourd'hui. C'est un peu notre programme progressiste à nous. Et on était là au cœur du sujet de l'énergie, avec des chapitres comme économie et finances responsables, anticiper
les mutations dans les territoires et co-construire les politiques publiques. Deuxième thème qu'on a abordé avec lui, c'est Hercule, parce que même masqué, il continue à avancer, et on n'en veut pas. Enedis et EDF Commerce sont toujours en danger. Il n'est pas question pour nous d'en faire une usine Afrique, au détriment de la péréquation tarifaire, bien sûr. Jean-Bernard Lévy nous a écrit, notre président, mais on n'est pas du tout rassuré. Ce qu'il nous promet, on n'en veut pas. On a abordé également le plan social de gaz à l'énergie. Pour la deuxième fois, on a une entreprise au statut des IEG qui va licencier. Pour nous, c'est inacceptable. Alors, il est préfet de région de Pays de Loire, ce n'est pas sa région, mais on a tenu à lui faire entendre ça quand même. Ensuite, sur le plan Clamadieu d'Engie, il n'est pas question, on lui a rappelé qu'il n'est pas question que le personnel paye pour des choix qui ne sont pas voulus par les salariés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'Engie devienne une entreprise à mission. Alors, ça n'a peut-être pas réussi à Danone, mais il y a toute une mission de service public pour Engie. Il faut qu'il l'assume. Et enfin, le dernier thème qu'on a abordé avec lui, c'est la RE 2020, qui prévoit la fin des chaudières d'ici peu. Pour nous, c'est un véritable frein qui a été mis à la filière gazière. Et ça, on n'en veut pas. C'est un frein au verdissement du gaz. Le gaz peut verdir et on en veut de ça. Voilà. Cette RE 2020, c'est aussi un frein aux pompes à chaleur hybrides qui sont mis en avant par RTE et l'ADEME. Aujourd'hui, on est là pour fêter notre anniversaire du statut. Le statut a évolué depuis 75 ans et il peut encore évoluer, il va garder. Et on est là pour se garder avec lui. Enfin, je vais finir par vous signaler aussi que de plus en plus d'élus sont avec nous. Il nous reste encore à gagner la mobilisation auprès des citoyens, mais ça commence à prendre. Je vous remercie d'être là. On sera peut-être sûrement encore là, parce que si demain, nos employeurs à nous, parce qu'il faut aussi regarder un peu notre nombril à nous, nos employeurs attaquent le dossier Classif Rému de façon avec le sabre, on sera là également. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Il y a un bus qui arrive. Bon, bonjour à toutes et tous. On va attendre que les collègues et camarades approchent. Ça descend tout doucement du bus. Ouais, on peut leur souhaiter la bienvenue. Bon, mais du coup, on peut leur souhaiter la bienvenue. Hein. Ils ont réussi à rejoindre le rassemblement, bloqué par les grévistes de la fonction publique, qui ont eu toutes les bonnes raisons de manifester compte tenu de tout ce qui se trame aujourd'hui dans la fonction publique. Et d'ailleurs, j'en profite, au-delà de saluer celles et tous ceux qui sont montés pour ce rassemblement, saluer tous les travailleurs en lutte dans la période. Ils sont nombreux, issus de la santé, de la métallurgie, de la fonction publique, de la chimie, du pétrole, toutes ces professions qui luttent aujourd'hui pour la bonne cause, que ce soit dans le public comme dans le privé. On en a marre de toutes ces réformes qui se décident. C'est pour ça que les manifestations s'organisent, c'est pour ça qu'on se rassemble, démasqués, et on a anticipé le déconfinement. On est sur une place publique. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui pour fêter le 75e anniversaire des nationalisations de l'électricité et du gaz, 75e anniversaire d'EDF et de GDF. C'est aussi une initiative qui n'a pas pu se dérouler le 8 avril. Les conséquences, tout le monde les connaît, mais je crois que les camarades ont bien fait aujourd'hui de pouvoir mettre dans le décor de ce mois de mai la première initiative de rassemblement, parce que tout le mois de mai sera réservé à des initiatives de rassemblement et de lutte pour aller jusqu'au 22 juin, manifestation nationale à Paris pour le service public de l'énergie. Voilà le programme qui nous attend en ce mois de mai et ce mois de juin. Mais je préfère le dire quand même, c'est mieux. Le 22 juin ne sera jamais un baroud d'honneur. Il sera une étape dans la mobilisation et la lutte pour contraindre le gouvernement, pour faire reculer le gouvernement sur ces réformes néfastes aujourd'hui qui menacent le service public et les industries électriques et gazières. Bien entendu, nos emplois en tant qu'agents des IEG et l'avenir pour nos familles dans les bassins d'emploi. Voilà pourquoi on est rassemblés, voilà pourquoi on est mobilisés. On exprime notre colère et ça va continuer jusqu'au 22 juin. Et s'il faut, on ira bien entendu plus loin. Alors je rappelle quand même, et c'est important, que les conséquences de ce que l'on vit dans nos entreprises aujourd'hui,
c'est quand même 20 ans de libéralisation du marché du gaz et de l'électricité. 2004, un changement de statut des entreprises, où a été transformé nos établissements publics à caractère industriel et commercial en sociétés anonymes. Et oui, on vit depuis 20 ans avec des mots que les libéraux ont à cœur de se glorifier quand ils discutent entre eux. Capital, client, ça c'est des mots qu'ils aiment à parler. Actionnariat, privatisation, profit, concurrence. Eh bien ces mots-là, on veut les bannir et on veut revenir à quelque chose de plus juste, quelque chose qui aujourd'hui garantisse pour les citoyens, parce qu'on se bat pour l'intérêt général, pour un bien commun, l'énergie pour tous, c'est ça l'avenir, et on doit se battre pour y arriver. Service public nationalisé, ce qu'on avait eu il y a 75 ans, on veut le retrouver au XXIe siècle. On peut y arriver, il ne manque pas grand-chose, hein. On est prêt à les faire reculer. Regardez, aujourd'hui, ils nous parlent de détente du calendrier. Détente du calendrier pour mieux discuter avec la Commission européenne. Parce que oui, pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, l'avenir du service public, l'avenir de nos entreprises passe par la Commission européenne. Et oui, c'est l'Europe qui nous gouverne, c'est l'Europe qui fait les choix pour les États, quand on n'a pas aujourd'hui des décideurs politiques qui sont là pour faire passer des lois pour l'intérêt général et pour le bien commun. Ben non, à l'inverse, on va chercher des réponses à l'Europe, soi-disant parce que c'est là où se trouvent toutes les bonnes réponses. Donc on va négocier sur le dos des travailleurs, dans la plus grande opacité pendant 2 ans, une négociation dont les organisations syndicales ont été exclues, une négociation entre le gouvernement et la Commission européenne, donc pour vendre sur l'autel de la paix le bien public, le service public et le service donc public de l'énergie. Donc je parlais de détente du calendrier annoncé par le ministre Bruno Le Maire, pas plus tard que la semaine dernière, aux 4 organisations syndicales. J'aurais même, et je vais le dire d'ailleurs, aux 4 confédérations syndicales, puisque à l'issue de la réunion du 6 avril, en présence de la ministre Barbara Pompili, notre ministère de tutelle, mais qui ne nous a jamais rencontrés officiellement pour discuter de politique énergétique et d'avenir du secteur, comme quoi elle est vachement férue sur les questions énergétiques. Mais nous l'attendons, et de pied ferme, et on répondra à son invitation, dès lors qu'elle décidera de le faire, pour venir discuter avec elle, et on verra comment elle maîtrise les enjeux, justement, de l'avenir du service public. Donc il nous avait été promis, ce 6 avril, que les fédérations seraient rencontrées en bilatéral. Il n'en a été rien. Ce sont les confédérations qui ont été convoquées. Comme quoi, on a su le 6 avril démontrer, de par les propos que l'on a tenus, mais aussi l'unité des salariés et des travailleurs en lutte depuis 2 ans, que l'intersyndicale, elle avait bon et qu'elle tenait dans la période. Alors même si aujourd'hui elle n'est pas représentative ici à Nantes, nous espérons que dans les prochains rassemblements et jusqu'au 22 juin, les choses évoluent, mais elle évoluera aussi par vous, bien entendu, qui faites la masse et le rapport de force. Il faut faire bouger les lignes et on a besoin de les faire bouger sur le terrain pour que les choses évoluent par le haut. Donc oui, les confédérations syndicales ont été reçues par Bruno Le Maire pour expliquer toutes les bonnes raisons de réformer aujourd'hui le pays pour le service public de l'électricité, en l'occurrence réformer et s'attaquer à un fleuron qui est EDF, sur lequel aujourd'hui le gouvernement veut scinder en 3 sociétés. EDF que l'on connaît et qui fait le service public et qui rend les jours heureux de nos citoyens. Alors malheureusement, Bruno Le Maire s'est rendu compte, au gré des premières bilatérales, qu'il y avait quand même en face de lui du lourd, par la mobilisation des travailleurs, mais aussi par la participation des organisations syndicales qui se sont rassemblées pour demander le retrait de la réforme que l'on appelle depuis 2 ans Hercule, qui veulent appeler autrement aujourd'hui. Mais une réforme, ça reste une réforme, et le contenu, lui, il n'a pas bougé d'un iota, c'est désintégrer EDF et le casser en 3 sociétés. Alors on nous vend du rêve avec la soi-disant nationalisation d'EDF, société anonyme, mais aujourd'hui,
une société anonyme nationalisée dans notre pays ou même dans d'autres États en Europe, ça n'existe pas. Alors, plutôt que de nous vendre du rêve, il ferait mieux de nous mettre la vérité des prix sur la table. Et cette vérité des prix, il faut, dans les mots qui sont prononcés, aller chercher et réfléchir en fonction de ce qui est mis sur la table pour savoir concrètement ce qui va se passer. Il est important aujourd'hui que l'on maîtrise les mêmes enjeux et qu'on soit au même niveau d'information. Donc oui, l'État aujourd'hui et le gouvernement s'attaquent à EDF en mettant en avant un investissement de 10 milliards pour renationaliser EDF. Il n'en est rien. Les 10 milliards, ils vont aller les chercher en privatisant la Société des réseaux et des énergies renouvelables, où à l'intérieur, on aura Enedis, Commerce, SEI, donc le système électrique insulaire, et puis toutes les autres filiales. Donc les 10 milliards ne seront jamais sortis des caisses de l'État, ils seront ponctionnés sur l'ouverture du capital à 30% d'Enedis, puisqu'ils vont privatiser en mettant des actionnaires privés. C'est là, aujourd'hui, où le bât blesse et où on ne nous dit rien, on nous cache la vérité des prix. Donc la nationalisation, ne tombons pas dans le piège, c'est un leurre. Un leurre, ils vont désintégrer l'entreprise, c'est ça aujourd'hui leur leitmotiv et leur objectif. Ils vont se servir de l'ouverture du capital d'Enedis à 30% pour faire entrer des capitaux privés, pour mieux investir demain dans des énergies renouvelables. Oui, parce que le gouvernement s'est aperçu qu'en termes de politique énergétique, la France avait beaucoup de retard et donc il faut placer un fleuron comme EDF à la pointe des énergies renouvelables et donc lui donner les moyens d'investir. Mais si l'État est capable de sortir 10 milliards d'euros, il pourrait être capable, dans son 100 milliards d'euros qu'il met sur la table pour son plan de relance, d'aller chercher quelques milliards pour relancer une dynamique pour le secteur énergétique et redorer le blason aujourd'hui des entreprises qui en ont bien besoin, mais pour une seule raison, celle que l'on revendique depuis le début, pour le service public de l'énergie, pour notre bien commun, et pas celui des capitaux privés, et pas celui des actionnaires pour faire remonter les dividendes. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on voit l'avenir de nos entreprises, et c'est surtout pas comme ça qu'on voit l'avenir du service public de l'énergie. Alors bien entendu, pendant que tout ça, ça se discute dans les stratosphères de Bruxelles, avec la Commission européenne et ceux qui nous gouvernent, il y a ceux qui aujourd'hui nous dirigent dans nos entreprises et qui nous pondent les projets de réforme, les projets de réforme du quotidien pour désorganiser le travail, pour transformer le travail. Mais tout ça, les camarades et les collègues, c'est pour mieux préparer les réformes nationales, pour mieux préparer la réforme d'EDF ou les réformes chez Engie. Il ne faut pas qu'on tombe là aussi dans le panneau, soi-disant, parce que la crise sanitaire a emmené une ère nouveau dans les façons de travailler, que le travail à distance ou le télétravail, c'est l'avenir. Non, il n'en est rien. Ils vont utiliser ces méthodes-là pour demain contraindre les salariés, réduire les droits des travailleurs et transformer le travail, mais pas au détriment des travailleurs, au détriment des actionnaires et des capitaux privés. Et ça, j'attire votre attention parce que c'est un leurre. Ne tombons pas dans ces pièges des négociations au travers, par exemple, de la réforme à RTE avec la réforme appelée RTE 2025, ou Totem et Asgard chez Enedis, ou encore Mimosa et Tama chez EDF, ou l'OAI chez GRDF. Tout ça, c'est de la merde. Et je pèse mon mot, il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège de négociation. On y perd notre temps. Pendant qu'ils nous occupent dans ces négociations, à côté de ça, le gouvernement veut réformer et veut transformer le service public. Donc prenons le temps d'expliquer aux salariés qu'aujourd'hui le danger qui se dessine, c'est notre avenir, celui de nos emplois et celui de nos industries. Alors oui, on a toutes les bonnes raisons, en cette année où on fête le 75e anniversaire des nationalisations de l'électricité et du gaz. Je rappelle les fondements même du Conseil national de la résistance, porté à l'époque par Marcel Paul, ministre communiste, qui en 1946 a eu, lui, le courage et la volonté de prouver à la France entière qu'on était capable de réformer un pays parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait besoin de redonner du sens et du courage politique. C'est ça aujourd'hui qu'on demande à nos politiques,
qu'ils aient du courage et qui donnent de l'espoir aux travailleurs et au monde du travail pour un avenir meilleur et faire en sorte que les services publics se développent partout dans le pays plutôt que de les réformer. C'est ça qu'on attend de nos pouvoirs politiques aujourd'hui. Alors, la Fédération Minénergie, elle a un programme progressiste qui est certes ambitieux, mais il est réaliste dans la période, parce que nous aussi, on s'appuie sur notre histoire sur laquelle on porte une fierté. Et notre programme progressiste, il a, lui, tiré un bilan de 20 ans de la déréglementation européenne, bilan de 20 ans d'amélioration du marché de l'électricité et du gaz. Et ce bilan, aujourd'hui, il est très clair, il est très net. Augmentation des tarifs pour les usagers, augmentation de la précarité énergétique, diminution des droits pour les travailleurs dans les entreprises. C'est ça le bilan que l'on tire. Casse du service public de l'énergie. Alors oui, on attend, parce qu'on est fiers de notre histoire, une autre politique énergétique pour notre pays. C'est pour ça qu'on lutte. Et on ira tout le mois de mai et jusqu'au 22 juin à Paris manifester pour un autre service public de l'énergie. Je vous remercie et tous ensemble, soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de notre histoire. Vive la lutte, vive la CGT. Merci beaucoup Seb. Bon, on peut être fier et content, on a un secrétaire qui ne se prend pas pour un bureaucrate, lui il est sur tous les piquets de grève. Il va se taper tous les piquets de grève de France pendant le mois qui va suivre. Ça mérite bien 5 secondes d'applaudissements supplémentaires. Merci et chapeau. Et puis donc le camarade, je peux l'appeler camarade parce que je sais qu'il a la même carte CGT que moi, le camarade Cesso pour le Parti communiste français. Merci Henrik. Merci Mathieu, c'est un peu difficile de passer après Sébastien. Je voulais vous dire tout mon plaisir d'être ici. D'abord, vous amenez le soutien fraternel de mon ami Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste et désormais candidat à l'élection présidentielle. Vous dire tout mon plaisir de vous accueillir ici comme adjoint au maire de Nantes, comme militant communiste, de retrouver mon pote Mathieu, avec qui nous nous voyons bien souvent, le plus souvent dans la rue, dans l'action, de retrouver Sébastien, le plus souvent nous nous voyons à Paris. Parfois nous nous sentons un peu seuls, comme lorsqu'il s'est agi de parler de la décision arbitraire de fermer les centrales thermiques. Eh bien, nous nous retrouvons ici, c'est heureux. Je vous le disais, nous étions parfois un peu seuls, alors j'accueille avec plaisir les parlementaires qui s'exprimeront après moi et je voulais, d'ores et déjà, pour célébrer ce bel anniversaire, célébrer avant tout l'esprit de la résistance, mettre cette journée sous le patronage de Jules Auffray, cet élu communiste, cet ouvrier gazier abattu par les nazis pour avoir fait ce que nous faisons ici, défendu nos idées, défendu les travailleurs de ce pays, ceux dont François Mauriac disait à la Libération, seule dans sa masse, la classe ouvrière s'est montrée fidèle à la France profanée. C'est aussi l'histoire de Marcel Paul, résistant, élu communiste, dirigeant syndicaliste, déporté à Buchenwald, dans lequel, au sein du camp, il a mené l'action et il a pu sauver de nombreux camarades. C'est cet esprit de résistance que nous saluons aujourd'hui. C'est cet esprit de résistance qui vit parmi vous, aussi nombreux, qui vit parmi vous et qui doit continuer d'irriguer le pays. C'est cet esprit de la lutte qui a très tôt animé Marcel Paul, un esprit de lutte qu'il a peut-être découvert non loin d'ici, à Saint-Nazaire, lorsqu'il était engagé dans la marine au sortir de la Première Guerre mondiale, et qu'il a refusé de remettre en route la centrale électrique de Saint-Nazaire, qui était occupée par les ouvriers en grève. C'est cette solidarité politique, sociale, que nous avons à convoquer aujourd'hui face au pouvoir Macron, qui fait tant de dégâts. Alors oui, Marcel Paul nous rappelle que la lutte, disait-il en revenant sur ces années d'action, la lutte était souvent dure, cruelle même. On a connu des moments tragiques, mais ce combat pour un monde nouveau de paix et de progrès social était exaltant. Ce sont ceux qui luttent malgré les coups,
lesquels ne sont jamais ménagés aux lutteurs, qui sont le plus dignes d'être connus. Et je veux dire ici que rien n'entravera ces luttes, que nous ne nous laisserons pas intimider par la répression syndicale. Je le dis parce que Mathieu ici a été convoqué 2 fois à la gendarmerie. Alors nous disons tous ensemble, s'attaquer à Mathieu, c'est s'attaquer à nous tous. Et je le rappelle, nous avons une expérience dans ce gouvernement. Ils s'en sont pris à Miguel Salès, à Airbus, ils s'en sont pris à Claude Gaudin, à la Fonderie Bouillet, tous militants cégétistes, tous militants communistes. Claude et Miguel ont gagné. Et tant que nous sommes rassemblés, Mathieu va gagner. Je veux vous dire un mot un peu plus personnel. Mon émotion d'être ici, petit-fils d'un ouvrier électricien qui me disait toujours lors des repas de famille sa fierté d'avoir été nationalisé. Il me disait toujours aussi que si la gauche ne s'occupe pas du bien-être des ouvriers, personne ne le fera. C'est cette action qui nous guide. C'est cette classe ouvrière conquérante de la libération que nous célébrons aujourd'hui. Et là encore, ne nous y trompons pas, ce que nos adversaires libéraux ne supportent pas, c'est cette belle expérience sociale de la nationalisation d'EDF et de GDF. C'est le fait qu'une belle entreprise comme la vôtre consacre autant d'argent au bien-être des ouvriers. C'est que les ouvriers, lorsqu'ils ont des pouvoirs, eh bien, ils le prennent, ils défendent l'intérêt général. Regardez le mépris avec lequel vous avez été traités en portant ce très beau projet de transition écologique à Cordemais. Avec le projet Caméléon, il a été rejeté, il n'a même pas été lu. Eh bien, nous sommes ici pour dire qu'il faut écouter les travailleurs, qu'il faut leur donner des pouvoirs nouveaux à l'entreprise, parce que ce sont eux qui défendent l'intérêt général. Je ne serai pas très long. Sébastien a bien expliqué la logique de cette réforme. On peut nous vanter une renationalisation d'EDF. En réalité, les choses sont assez simples. Ils veulent déléguer au privé toutes les activités rentables et au public tout ce qui coûtera cher, parmi lesquels l'entretien, le grand carénage des centrales nucléaires. Nous sommes ici pour dire que nous défendrons le pouvoir d'achat des familles populaires, le tarif de l'énergie et le bien public qu'est votre belle entreprise, parce que c'est une condition essentielle de la relance du pays. Nous avons un pouvoir qui veut nous acclimater à la relégation du pays, qui nous habitue à ce qu'on manque de lits dans les hôpitaux, à ce que nous soyons dans un pays qui a manqué de masques, d'oxygène médicaux, à continuer de dégrader les services publics pour mieux les restituer au privé et aux intérêts et aux appétits sans fin des actionnaires. Nous sommes ici pour nous attaquer au mur de l'argent et pour vous rendre le pouvoir. C'est, je crois, l'héritage de Marcel Paul et c'est, je crois, ce que nous défendons. Nous défendons également un mix énergétique et nous savons que pour arriver à nous confronter avec la crise écologique que nous traversons, elle est bien là, elle est grave. Alors il faudra un mix énergétique nouveau. Il doit pouvoir s'appuyer sur les énergies renouvelables intermittentes, mais aussi sur les énergies pilotables et donc sur un recours au nucléaire pour affronter la question du climat. Ne nous y trompons pas, si nous voulons affronter la crise écologique, il faudra demain plus d'électricité, mais aussi plus d'efficacité dans la production de l'énergie. Je ne serai pas tellement plus long, amis et camarades. Je voulais simplement vous dire que nous sommes fiers d'être du parti de Marcel Paul. Vous dire que ce qui nous guide dans son action, ce sont peut-être ces quelques mots. Je me suis accroché à la nationalisation du gaz et de l'électricité comme un chien qui n'a pas mangé depuis 8 jours s'accroche à un os. Eh bien, nous aussi, nous avons faim de paix, de solidarité, de justice sociale. Et nous sommes ici dans les luttes
à vos côtés, et je salue celles et ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, ceux de CEPOL qui sont présents parmi nous et qui luttent contre la fermeture de leur entreprise, les fonctionnaires territoriaux qui nous rejoindront tout à l'heure et qui luttent contre ce qu'ils appellent à juste titre le vol de congés payés. Je salue les travailleurs de la culture qui sont en lutte dans ce formidable mouvement d'occupation des théâtres et des opéras depuis 2 mois maintenant. Eux aussi doivent gagner. Nous serons aussi à leur côté pour faire réussir leur mobilisation. Et je vous appelle à bien réfléchir quand il s'agira de voter. Pensez à celles et ceux dont le bras n'a pas tremblé quand il s'est agi de voter contre tous les mauvais coups du pouvoir Macron, contre la réforme de la fonction publique, contre la réforme chômage qui va jeter les chômeurs dans la précarité et qui met en difficulté les intermittents du spectacle qui vont nous rejoindre. Alors nous sommes ici rassemblés et tel que je vous vois, je suis sûr qu'ensemble, nous allons gagner. Nous sommes ici pour dire que l'énergie vous appartient, qu'elle nous appartient. Et je reprends à mon compte ce beau slogan qui a été le vôtre lorsque Nicolas Sarkozy a commencé à casser votre entreprise. EDF, GDF appartient à la nation, elle nous appartient et nous allons gagner. Vive la lutte, vive la République sociale, vive le service public. Merci beaucoup, Aymeric, pour ces mots. Et puis merci aussi aux copains, copines du parti qui, il faut bien le reconnaître, depuis maintenant des années, sont à nos côtés dans tous nos mouvements sociaux, toutes nos luttes. Qu'on soit rassemblés à 15 devant une petite entreprise ou à 500 aujourd'hui comme on est là, ils sont tout le temps à nos côtés. Donc merci pour ça. Maintenant, Adrien Quatennens pour la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Mes amis, je suis fier et heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Nantes. Je le sais, partout où les industries électriques et gazières vont, les nuages se dispersent, pourvu que ça dure. Salut aux organisateurs de cette manifestation qui, je le sais, entreprennent une longue tournée sur les places publiques de France et près des sites de production, non seulement bien sûr pour discuter avec les salariés des mauvais coups qui sont en train d'être préparés, mais ce n'est pas vous, les agents des industries électriques et gazières, que nous avons à cette heure à convaincre de ce qu'ils sont en train de faire. Votre lutte est une lutte d'intérêt général qui concerne, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, celles et ceux qui sont aux abords de cette place, font leur footing, prennent les transports en commun et peut-être nous entendront. Notre pays est affaissé dans la période. La France va bientôt atteindre 12 millions de pauvres. 12 millions de pauvres dans la 6e puissance économique du monde. 300 000 personnes à la rue. Et puisque cette majorité est la majorité de tous les records, 7 millions d'inscrits à Pôle emploi depuis janvier 2021. Et dans le même temps, nous savons que ce n'est pas la crise pour tout le monde, puisque les ultra-riches de ce pays ont accru en 10 ans leur patrimoine de 439%. Les milliardaires français en pleine pandémie sont passés de 39 à 42, accroissant leur patrimoine de 55%, alors que la jeunesse de ce pays a souvent, pour première expérience de la vie active, d'aller grossir les files d'attente des banques alimentaires. Voilà à quoi ressemble la France sous Emmanuel Macron en pleine crise sanitaire. Et que fait notre président dans cette période? S'inspire-t-il des effets outre-Atlantique où on décide de taxer les riches parce qu'on ne croit pas aux effets du ruissellement? Non! Il se satisfait dans la presse quotidienne régionale d'avoir supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, va même jusqu'à dire qu'il aurait fallu le faire 15 ans plus tôt, et s'apprête à faire payer la crise aux précaires de ce pays avec une réforme de l'assurance chômage
qui ne vise à rien d'autre qu'à faire 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs de ce pays dont ils portent la responsabilité de leur chômage, alors que nous savons que la première des responsabilités est celle de ces politiques qui n'ont aucune efficacité sur l'emploi, de flexibilisation, de libération des énergies, comme ils nous ont dit au début de ce quinquennat, et tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés seulement quelques jours après les commémorations du 8 mai 1945. Ce jour-là, non seulement nous fêtions la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, la fin de cette guerre qui avait fait plus de 60 millions de morts, mais alors que la nuit s'estompait, la lumière apparaissait, celle des espoirs du Conseil national de la résistance qu'à cette heure, nous célébrons ensemble. Et il faut rendre hommage au ministre communiste Marcel Paul, qui a été l'instigateur de cette nationalisation, qui a permis à la France de bénéficier pendant toutes ces années d'un service public fort de l'énergie, qui maîtrisait toute la chaîne d'un bout à l'autre, de la production jusqu'à la consommation, qui a fait l'essor économique de ce pays, qui a permis à tant d'entreprises de se développer et qu'ils sont en train de casser sous la seule volonté de la Commission européenne. Oui, avant que la Commission européenne ne mette son nez dans les industries électriques et gazières, nous avions en France un service public qui fonctionnait parfaitement. Oui, ça marchait avant que Bruxelles s'en mêle, et ça marchait même mieux qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce que nous venons leur dire à l'heure où ils envisagent ce projet. La Commission européenne, on la connaît. Quel que soit le secteur d'activité, que vous vendiez des télécoms, de l'énergie, des poires, des bananes ou des saxophones, c'est toujours la concurrence, la fameuse, libre et non faussée, qui doit avoir cours. Et cette concurrence, ils sont prêts à la faire advenir à tout prix, même quand c'est absurde, comme cela l'est sur le secteur de l'énergie. Alors, ils ont commencé par filialiser l'entreprise pour créer de toutes pièces, artificiellement, un marché qui n'existait pas, pour séparer les producteurs des distributeurs et ensuite dire « Mesdames, Messieurs, si vous voulez venir concurrencer l'opérateur historique, allez-y, le marché est ouvert. » Cela a été vendu aux Françaises et aux Français, aux clients, aux consommateurs, et on leur avait dit « Vous allez voir, la concurrence libre et non faussée de l'Europe qui protège, c'est magique, ça fait baisser les prix. » Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, tout le monde a vu le résultat. Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, il suffit simplement de vous saisir de votre facture d'électricité et vous allez comprendre que depuis 2007 et l'ouverture des marchés sur les particuliers, le tarif a augmenté de 60% alors qu'on vous promettait que l'ouverture à la concurrence baisserait les prix. Ah bon, vous n'êtes plus convaincu de la baisse des prix? Eh bien vous allez voir, la concurrence a d'autres vertus. Ça favorise l'innovation. Là aussi, ils ont fait chou blanc et on a vu le résultat. Mais ils continuent. Bien évidemment, les entreprises qui ont ambitionné de concurrencer l'opérateur historique comme EDF ont eu un premier problème. C'est que quand vous n'avez pas les moyens de production d'une entreprise qui est un fleuron industriel français, un grand service public, c'est un peu compliqué de venir faire concurrence à l'opérateur historique. La Commission européenne a dit « c'est pas grave, on va inventer quelque chose. On va contraindre l'opérateur historique à revendre une part de sa production à un prix fixé qui ne permet pas de couvrir ses coûts pour qu'avec sa propre production, vous lui faisiez concurrence. » Mes amis, ici tout le monde ne le sait peut-être pas, mais avant d'être élu comme parlementaire, je travaillais sur un plateau de conseiller clientèle chez EDF Entreprises, au service réclamation. J'ai donc vu les pratiques commerciales détestables des concurrents qui se font passer pour EDF, qui mentent, qui trichent, et une concurrence libre et non faussée chantée par l'Union européenne, qui est en réalité, il faut le dire, une concurrence déloyale qui ne se mène pas à armes égales. Un jour, un boulanger qui avait lu un article du Monde me disait « Mais monsieur Caténins, je comprends rien, c'est quoi cette histoire ? EDF qui refourgue une part de sa production
à ses concurrents. Ce qui veut dire que si on signe un contrat chez un autre opérateur, c'est toujours l'énergie d'EDF qu'on reçoit à la maison, n'est-ce pas? Je dis oui, évidemment. C'est comme si vous, qui avez investi dans vos fournils, dans vos moyens de production du pain, la Commission européenne décidait de se mêler de la concurrence libre et non faussée dans la boulangerie et la pâtisserie, et qu'elle obligeait votre entreprise à refourguer au petit matin les viennoiseries et les baguettes à quelqu'un qui se serait installé devant chez vous, sans fournil, sans le moindre moyen de production, mais avec juste sur la devanture marqué boulangerie, et qu'on vous obligeait, en vertu de la fameuse concurrence, de lui fournir votre production. Oui, il marche, mais il marche sur la tête et ça se voit. Car ce modèle est absurde et met aujourd'hui en difficulté l'entreprise, on le sait. Alors ils arrivent comme des sauveurs en disant, vous voyez, mesdames, messieurs, des industries électriques et gazières, l'entreprise est en grande difficulté financière. Comme si nous ne voyons pas que ces difficultés sont liées à tout ce qu'ils ont entrepris depuis 20 ans. C'est pourquoi, de concert avec les camarades des syndicats, je dis que la lutte contre le projet Hercule ne doit en aucun cas s'arrêter à la lutte contre le projet Hercule. C'est l'occasion historique depuis tant d'années de remettre en cause tout ce qu'ils ont fait ces 20 dernières années. Il nous faudra donc non seulement venir à bout d'Hercule, mais utiliser ce point d'appui pour exiger enfin qu'on refonde en France un grand pôle public de l'énergie, un service public dont nous avons besoin pour affronter tous les défis qui nous font face. Et je sais que vous y êtes prêts. Ils ont donc l'intention de renommer le projet. Ils ont compris que désormais, nous avions bien saisi les tenants et aboutissants du projet Hercule. Alors ils ont dit à vos camarades, il ne faut plus l'appeler Hercule. Eh bien nous leur disons ce matin depuis Nantes qu'ils peuvent l'appeler Hercule, Tarzan, Homère ou Ulysse. On sait ce qu'ils préparent et on n'en veut pas. J'achève. Vous le savez, le changement climatique est commencé. Nous avons d'ores et déjà atteint des seuils d'irréversibilité et nous aurons impérativement besoin, dans les mois, les années qui viendront, de pouvoir nous appuyer sur des secteurs stratégiques comme les EDF pour mener à bien cette bifurcation écologique. De la même manière qu'ils l'ont fait avec la Convention citoyenne pour le climat, dont ils n'ont rien retenu, sinon qu'une quinzaine de propositions les moins structurantes. Nous savons désormais que cette majorité est un obstacle dans la bifurcation écologique que nous avons besoin de mener. Alors, mes amis, tenez bon, tout l'été, s'il le faut, avec vous sur les places publiques et à l'Assemblée, nous viendrons à bout de ce projet Hercule et enfin, nous ferons advenir ce grand pôle public de l'énergie en France pour accomplir tous les défis qui nous font face et appeler à la mobilisation générale. Camarades, ne lâchez rien. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et ce matin, incontestablement, nous sommes vivants. Donc merci bien, cher ancien collègue, alors du coup. T'es parti de bonne heure à la retraite quand même? Non, merde, c'était pas la retraite. Bon, merci Adrien. Et donc maintenant, se prépare Mathieu Orphelin pour Europe Écologie Les Verts. Merci de lui réserver un accueil chaleureux également. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mathieu, merci à la CGT pour l'invitation dans cette belle ville de Nantes, à quelques kilomètres du pont de Cheviré. Et j'ai évidemment une pensée pour mon grand-père qui était ouvrier à l'usine EDF de Cheviré. Pour ceux qui la connaissent, elle a été fermée, je crois, il y a 35 ans. Avec Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, avec Sébastien Jumel, avec des députés de tous les bords politiques, nous menons une bagarre transpartisane contre le projet Hercule, avec évidemment la CGT, avec l'intersyndicale. On a une réunion à midi aujourd'hui avec Sébastien, et donc on sera au moins 3 à Payette, mais on se coordonne pour mener
le front transpartisan et le front des syndicats contre ce projet Hercule dont les uns et les autres ont parlé. Ce qu'on demande, c'est très clair. Un, c'est l'abandon de ce projet de démantèlement d'EDF en 3, ça a été dit. 2, c'est la recapitalisation d'EDF pour que là, on puisse enfin avoir les investissements qui préparent l'avenir. 3, Adrien Quatennens vient d'en parler, c'est la revalorisation du prix de l'Arenh, parce que derrière ce détail technique dont Adrien a redonné toute l'absurdité, eh bien, c'est tout l'équilibre économique du système et d'EDF qui est mis en défaut. Et puis enfin, faire le bilan de ces 20 ans de libéralisation du marché de l'électricité qui ne nous a pas apporté grand-chose de bon. Et là, je crois qu'il est temps que le pays fasse le bilan, le vrai diagnostic des causes de la situation financière d'EDF aujourd'hui et qu'on prépare ensemble l'avenir de notre système énergétique. Parce que l'avenir d'EDF, il doit se négocier et se penser avec les syndicats et pas dans les couloirs des ministères à Paris. Je finirai sur une usine emblématique, ici en Loire-Atlantique, Cordemais. Là aussi, l'histoire doit s'écrire à Cordemais, parce qu'à Cordemais, comme dans le reste du pays, la vraie richesse d'EDF, c'est les femmes et les hommes. La reconversion de Cordemais, c'est évidemment un des grands enjeux économiques dans notre région. C'est les salariés, c'est les co-traitants, c'est les sous-traitants. Et il faut un vrai plan d'ensemble, pas seulement pour l'usine de Cordemais, mais aussi évidemment sur l'ensemble du bassin d'emploi. La direction d'EDF doit prendre ses responsabilités comme les salariés et les syndicats l'ont fait. La région doit, là aussi, le conseil régional doit prendre ses responsabilités. Nous partons ensemble, écologistes, la France Insoumise et 10 forces de gauche aux élections régionales. Nous portons des mesures très fortes là-dessus, notamment 50 000 emplois verts pour les reconversions économiques, pour les chômeurs de longue durée, pour les jeunes. C'est une proposition très concrète. Sur l'avenir de Cordemais, tout n'a pas été pensé au début. Monsieur, vous avez raison, j'ai été élu et vous le savez, je suis parti au bout d'un an, on pourra en discuter juste après. Je finis là et on va en parler juste après. Sur le site de Cordemais, on est là aussi pas au bout avec le projet Ecocondus. Il faut qu'on aille plus loin sur le stockage de l'énergie, sur la reconversion du site, pourquoi pas les combustibles solides de récupération. Tout ça, ça fera partie des sujets qu'on travaillera tous ensemble. Et n'oublions pas le rôle de l'Europe, parce qu'on parle de l'Europe dans la dérégulation. Et tout à l'heure, on a quand même eu une petite victoire sur Hercule. C'est que le gouvernement voulait nous le passer dans la loi climat-énergie. On a réussi à le faire reculer là-dessus. Mais il faudra que l'Europe aide beaucoup plus qu'aujourd'hui sur le soutien à la reconversion des salariés, le fonds de transition juste. Il y a, je crois, 17 milliards là-dessus. Il faut qu'ils bénéficient à la reconversion des salariés à Cordemais comme dans le reste. Et donc, d'écrire ensemble la suite. Voilà, donc merci de l'invitation. Merci Mathieu, merci à la CGT. À bientôt pour lutter ensemble. Merci, et donc merci Mathieu, orphelin. Et donc pour clôturer les prises de parole politiques, eh bien, Guillaume Garot, député de Mayenne pour le PS. Merci de votre invitation, merci à tous. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, 75 ans pour EDF. Et Électricité de France a toujours été au rendez-vous des attentes, des besoins de la nation depuis 75 ans. C'était vrai au sortir de la guerre, Émeric l'a rappelé, c'était la reconstruction, c'était Marcel Paul, c'était l'électrification du pays. Ça a été vrai ensuite avec De Gaulle, avec le nucléaire, avec l'indépendance, la souveraineté énergétique nationale. Et puis aujourd'hui, il faut engager la transition énergétique de notre pays.
Et nous savons que nous devons définir un nouveau mix énergétique. Et nous savons surtout que pour réussir cette transition, nous avons besoin d'un service public fort. Nous avons besoin d'un service public qui puisse investir pour l'innovation, pour la recherche. Nous avons besoin d'un service public qui garantisse l'égalité, oui, l'égalité de tous les habitants, de tous les citoyens, devant l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité. Et puis, nous avons besoin d'un service public qui puisse nous garantir l'indépendance du pays. C'est tellement important. Alors aujourd'hui, moi je voudrais vous remercier de votre mobilisation, vous remercier de ne jamais lâcher, vous remercier d'être toujours debout. Ce qui est très important, mes chers amis, je te le dis aussi, chers camarades, c'est que nous soyons toutes et tous mobilisés. Vous, sur les places de France, nous, à l'Assemblée nationale, parce que ce combat, c'est ensemble, bien sûr, qu'il faut le mener. Il faut faire reculer le gouvernement, reculer sur ce projet néfaste, néfaste pour chacun, néfaste pour nos territoires, néfaste pour notre avenir. Et là-dessus, je veux vous dire que les députés de gauche, les députés socialistes, bien sûr, mais l'ensemble des députés de gauche répondent déjà présents. Votre mobilisation est nécessaire, notre mobilisation commune est indispensable. Et nous l'avons dit, et je le redis aujourd'hui au gouvernement, si le gouvernement s'entête dans ce projet Hercule, eh bien, nous n'hésiterons pas à déclencher ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée depuis l'Assemblée nationale, depuis le Sénat, pour soumettre cette grande question de l'avenir de notre modèle énergétique français aux Français, aux citoyens, soumettre à chacun cette question fondamentale. Qu'est-ce que nous voulons pour notre énergie? Qu'est-ce que nous voulons pour notre avenir? C'est de ça dont il faut parler aujourd'hui. Et votre mobilisation le permet. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ensemble, nous serons plus forts qu'Hercule. Ensemble, nous défendrons l'énergie comme un bien commun. Ensemble, nous défendrons un grand service public français de l'énergie dans une dimension européenne. C'est la force de notre pays, c'est la force de la France, c'est la force de notre nation. Nous n'y renoncerons pas. Je vous remercie. Bon, eh bien, on va remercier les différentes obédiences politiques d'être venues à notre rencontre aujourd'hui. Avec ou sans grief, on peut se satisfaire malgré tout de cette diversité. On sait pertinemment que le combat que nous, on mène sur le terrain, au plus près de ceux qui travaillent, eh bien, il ne peut être efficace et il ne peut être entendu que si on a quelques relais dans les instances politiques nationales. Donc ceux qui sont venus sur le podium ce matin, eh bien c'est super d'être venus à notre rencontre. C'est super de nous avoir présenté un certain nombre de faits. Et maintenant, ce que l'on attend de vous, c'est que vous défendiez les intérêts des salariés de l'énergie et que vous défendiez les intérêts de nos concitoyens en bataillant pour la péréquation tarifaire et pour les services publics de l'énergie. On compte sur vous. C'était le premier remerciement. Je vais être sous un angle un peu moins politique, mais j'ai très à cœur, par fraternité, par respect pour toutes celles et ceux qui ont gratté pendant les quelques jours qui ont précédé cet événement. J'ai le plus profond respect pour toutes ces camarades et toutes ces camarades, actifs et inactifs. Merci et chapeau pour le taf. On n'imagine pas, mais tout ce qui a été mis en œuvre ici en quelques jours, c'est du boulot. Et chapeau et respect à tous mes camarades de la CGT pour ce travail. Je voulais remercier aussi les 4 mecs qui sont habillés en noir. Alors ceux-là, ce n'est pas ceux qui nous tapent sur la gueule.
c'est pas ceux qui nous traitent de collabos, c'est bien mal connaître l'histoire. Hein. Parce que ce monument qu'il y a sur notre gauche, vous savez ce que c'est? C'est ce qui rend hommage et ce qui nous donne normalement l'idée du respect qu'on doit avoir pour ceux qui ont été fusillés. Tous ceux qui ont été fusillés, ces résistants, ils avaient le maillot de la CGT et du Parti communiste dans le dos et sur le dos. Ceux-là, ils y ont laissé leur peau. Et dans ceux-là, il y en a qui ont survécu comme Marcel Paul et qui ont construit au sortir de la guerre car ils ont été imposés sur le champ politique. Et c'est eux qui, avec le Conseil national de la résistance, nous ont permis d'avoir notre boîte, le service public de l'énergie, et nous ont permis d'avoir un socle social moins dégueulasse que dans d'autres pays. Donc je me suis échappé sur ce monument parce que justement je voulais vous parler de ceux qui nous ont tapé sur la gueule et qui nous traitent de collabos, ceux qui sont habillés en noir. Et là il y a 4 gars qui eux sont habillés en noir et qui n'ont rien à voir avec ça, qui ont été hyper cool, hyper sympas, hyper professionnels, et ils vont l'être encore pendant le reste de la journée. C'est les 4 techniciens, c'est vraiment des anges. Je remercie, parce qu'en bon lèche-cul que je suis bien obligé de le faire. Il y a mon chef qui est derrière, Seb. Donc merci à lui d'être présent à côté aujourd'hui, à nos côtés. Et merci aussi aux quelques fédéraux qui parcourent les différents piquets de grève d'être venus à notre rencontre. Ça montre bien qu'on a une fédération de syndicalistes qui n'est pas à 15 000 du terrain. Ils sont bien en prise avec notre réalité et les difficultés qu'on vit. Merci à Seb et merci à tous nos fédéraux qui se sont déplacés. J'avais un remerciement aussi évidemment pour les structures interprofessionnelles. Les unions locales de Saint-Naz, de Saint-Herblain, de Nantes, l'union départementale de la CGT, qui, sur tous nos rassemblements, essayent d'être présents, de nous donner un coup de main. Et aujourd'hui, ils sont encore venus et ils vont venir nous rejoindre au terme du cortège des territoriaux et puis aussi avec les intermittents du spectacle pour que tous ensemble, on fasse une belle fête. Car oui, la CGT, elle a une organisation et un maillage qui est aussi interprofessionnel. Et c'est de la plus haute importance par rapport au mandat dégueulasse avant la fin 2022 que Macron nous promet. On va en avoir de la convergence des luttes à faire et on va continuer à se serrer les coudes. Il faut que ça commence par des moments comme aujourd'hui pour encore renforcer les liens qui nous unissent. Merci à l'UD et aux UL. Merci aux départements voisins de l'énergie et aux régions voisines. Les copains de la Charente-Maritime qui sont venus en nombre, qui nous ont ramené les huîtres. Les camarades de Civaux que je solliciterai en fin de prise de parole pour qu'ils nous fassent profiter de leur douce voix qui nous échaufferont avant que les intermittents prennent le relais. Merci aux Bretons qui se sont déplacés. Merci même aux camarades du Blayais qui ont fait le déplacement. Merci sincèrement à tous ceux de l'énergie qui ont fait le déplacement pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Merci sincèrement. Et après, je vais avoir un remerciement particulièrement ému pour quelques collègues qui, sur le terrain, se font défoncer la gueule en ce moment. On a parlé de CEPOL. CEPOL, c'est une boîte de 33 salariés où il y a 18 syndiqués et militants à la CGT. Cette boîte, elle est viable économiquement. Cette boîte, ils veulent la fermer pour aller produire la même chose que ce qu'ils font ou sensiblement la même chose, mais en Amérique latine là-bas. Et une fois qu'on leur a produite cette matière dans des conditions sociales et environnementales complètement dégueulasses, on lui fera traverser l'océan et avec ça, on est censé faire de l'écologie et du progrès social. C'est dégueulasse. Donc là aussi, j'interpelle les politiques qui sont derrière moi. Emparez-vous de ce qui se passe chez CEPOL et faites-le remonter. C'est une incohérence écologique, c'est une incohérence économique. Faisons un peu preuve de protectionnisme pour une fois. Comme ça a été salué, on n'est plus capable de rien produire chez nous. Donc ayons l'intelligence pour ce que produit CEPOL, c'est-à-dire des additifs que l'on rajoute dans les carburants, on en aura besoin demain. Ayons l'intelligence que ça reste sur notre territoire. Et j'invite toutes les boîtes présentes ici à ce que les 18 camarades de la CGT qui ont mouillé le maillot là-dedans, on les accompagne et on les aide pour qu'ils retrouvent un taf, et un taf pas dans des boîtes de crevards où on les exploitera, un taf dans des boîtes socialement potables. Et ça, c'est notre job, nous, à la CGT, de les aider. Merci aux copains de CEPOL et on va être à vos côtés. On a mené dernièrement un combat contre les dirigeants de la SPI. La SPI, c'est une boîte qui est sous-traitante dans toutes les boîtes de l'énergie et dans toutes les industries du coin. Il y a 5 malheureux camarades à nous qui avaient le maillot de la CGT sur le dos. Et bien ça a déplu au DRH qui est arrivé depuis 2 ans. Et il leur a dit, 35 ans, 38 ans de boîte, vous avez donné satisfaction à tout le monde, vos collègues, les hiérarchiques de proximité, les donneurs d'ordre de nos boîtes. Mais comme moi je suis là depuis 2 ans,
et que le but c'est de baiser la CGT, eh ben vous allez jarter de ma boîte. Voilà ce qu'il leur a dit. Après 2 ans, lui, comme si c'était sa boîte. Les mecs, eux, ils ont le maillot et ils sont sur le terrain depuis 38 ans. Ils voulaient les virer. On les a traqués, je vous le dis. On les a traqués et ça a été musclé. Et oui, notre syndicalisme combatif, je peux vous dire qu'on n'a pas honte de le porter. Et on fait bien. Et on fait bien parce qu'au bout de 3 rencontres, la première à Saint-Herblain, la deuxième à Montoire, ils ont voulu les convoquer à Pleumeur après, et ben on les a suivis là-bas. Et là, le maillage interprofessionnel qu'on a à la CGT, le maillage interrégional aussi qu'on a à la CGT, il nous a servi. Il y a eu un super comité d'accueil là-bas. On a séquestré les tauliers dans leur putain de salle. Et quand ils ont eu fini de bien transpirer, eh ben ils ont fini par dire aux gars, soit vous voulez rester dans la boîte et vous y resterez, ou soit vous serez virés, mais vous serez licenciés, mais pas pour faute grave, avec les indemnités qui vous sont dues. Donc c'est une belle victoire et on a bien eu raison d'être combatifs. Donc je salue vraiment, avec émotion, les 5 potes de l'ASPI. Voilà pour les batailles qu'on a menées dernièrement, et on en a mené d'autres, sur le champ interprofessionnel, et il va falloir continuer à se serrer les coudes. Ensuite, je voulais quand même rappeler à tous le contexte qui va nous tomber sur la gueule, la fin de la mandature Macron. Le petit banquier, il n'en a pas fini. Il doit encore s'attaquer à certains pans de notre socle social, notamment la sécurité sociale. Vous savez, cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins, un truc plutôt sain, plutôt bien. Ben même ça, ils veulent le mettre à mal. Même ça. Ils veulent nous faire rentrer des espèces de boîtes assurantielles où une poignée d'enfoirés pourront spéculer sur nos systèmes de santé. Il faut dire non à ça, il faudra qu'on soit rassemblés pour se battre là-dessus aussi sur la sécurité sociale. Je voulais vous dire que dans le programme que Seb a un peu présenté, on a aujourd'hui ici à Nantes. Ensuite, il y aura le 18 à Lyon, un appel à rassemblement pour toujours se battre contre Hercule et Clamadieu. Le 20 mai, il y aura à La Reims, à Dijon et à Gardanne des rassemblements. Faisons en sorte que nos corporations, nos métiers et que nos copains puissent se déplacer jusqu'à ces rassemblements. C'est de la plus haute importance. Le 25 à Flamanville, le 27 à Tulle et à Gravelines. Le 8 juin à Cordemais, la centrale dont je suis issu. Vous savez, celles qui veulent fermer là. Le 8, on aura un temps fort pour là encore dénoncer Hercule et Clamadieu, mais aussi et surtout pour présenter le projet des salariés, qui est censé donner une survie au site, qui est censé donner une survie au bassin d'emploi qui environne le site et au tissu économique et social qui est drainé autour. Donc soyons nombreux ce jour-là à Cordemais pour défendre le projet Écocombust, le projet des salariés, mais aussi pour mettre le pied à l'étrier à d'autres projets tels que les réseaux de chaleur, des projets sur l'hydrogène, tout un tas d'autres projets que les salariés du service public d'EDF, de Cordemais, sont prêts à relever ce défi, ils sont prêts à relever, ils sont prêts à les intégrer, ces projets, ils sont prêts à se reconvertir. Nous, ce qu'on veut, c'est garder notre emploi, et notre emploi avec le maillot d'EDF et le statut qui y est adossé. Donc venez le 8 juin à Cordemais, entendre ce que les salariés ont à vous dire, entendre la position des différentes obédiences politiques sur cette reconversion de la centrale, et puis on aura invité, dans le cadre du maillage interprofessionnel aussi, tous les camarades des boîtes qui, autour de chez nous, vivent des PSE et qui, bizarrement, eux aussi, dans leur petite tête de cégétistes, ont des projets pour pérenniser l'activité du site et ont des projets pour pérenniser les emplois. Donc si nos politiques, aujourd'hui, ne sont pas capables de nous garantir des emplois et de l'activité socialement et environnementalement propre et correct, eh bien nous, les salariés, on a des idées. Donc ce jour-là, le 8 juin à Cordemais, eh bien venez à la rencontre des salariés qui vous présenteront toutes les idées qu'ils ont pour sauver leurs entreprises. Et bien sûr, j'en termine sur le point qui ne sera pas un point final, mais une étape importante, le 22 juin à Paris. Tous les gaziers et les électriciens, on a des doodles là. Vous savez, c'est les machins, les sondages. Il faut qu'on les remplisse. Nos structures syndicales, avec nos cotises, elles vont payer des trains, elles vont payer des bus. Il faut qu'on remplisse ces trains et ces bus. Parce qu'on a besoin d'aller à la capitale, on a besoin de se retrouver entre énergéticiens, mais aussi avec les autres entreprises qui environnent l'activité de l'énergie, mais aussi les entreprises qui simplement sont comme nous des services publics ou simplement des entreprises du secteur industriel. Il faut être le plus nombreux possible le 22 juin à Paris, donc inscrivez-vous, c'est hyper important. En tout cas, nous à la CGT, on y sera et on vous permettra de vous y rendre à moindre coût. Et donc j'ai fini et je vous annonce donc la suite du programme.
où on a notre maître artificier Kirikou qui va nous envoyer le symbolique feu d'artifice. Ça va faire un peu de bruit. Attention, s'il y a quelques chevelures garnies. Alan, tu pouvais rester, t'as pas trop de cheveux, toi. Et donc, après ce petit feu d'artifice, ben, nos 4 gars en noir, là, ils vont nous remettre de la musique, un peu d'animation, profiter de la convivialité, de la fraternité qu'on vous a organisée. Je compte bien sûr à la fin de ma prise de parole sur les copains de Civaux pour nous balancer une petite chanson qui va bien et reprenez-la avec eux. C'est intéressant, ça parle du petit banquier. Et derrière, on accueillera très chaleureusement les territoriaux, les services publics pour un bon moment de convergence, un bon moment de fraternité. Et donc les intermittents nous proposeront 2 heures de spectacle. Merci, merci et remercie à tout le monde. Passez un putain de bon moment tous ensemble, on en a besoin. Merci à vous. Allez les gars!